Très bien, c'est formidable d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très excité de parler à propos d'Expresso. Je suis enthousiaste de me joindre à un public français. Je t'ai partagé que j'avais appris le français à l'école, mais que je peux clairement pas faire cette interview en français. Mais oui, je suis très heureuse d'être ici avec toi. Merci à toi. Merci d'être venu, j'ai beaucoup de questions. Pourrais-tu d'abord peut-être te présenter ce que tu as fait avant et qu'est-ce qui t'a amené à Espresso? Oui, absolument. Mon nom est Jill. Je suis une des cofondatrices d'un projet appelé Espresso. Nous avons été en train de construire pendant les 3 dernières années dans l'infrastructure du secteur crypto, spécifiquement dans l'écosystème Ethereum, naturellement. Nous sommes en train de bâtir pour améliorer les chaînes Ethereum, tous ces différents roll-ups comme Base, Optimism, Arbitrum et tout cela, pour les faire fonctionner ensemble plus harmonieusement. Et je peux entrer un peu plus dans le détail de ce que ça représente, à quoi ça ressemble et comment nous le faisons. Et pour moi, ce qui m'a amené ici, c'est vraiment le fait que j'ai travaillé dans la crypto pendant 10 ans, ce qui peut sembler un peu long d'un côté, mais ce qui semble aussi être hier d'un autre. C'est comme si, une fois que tu y es, tu peux jamais vraiment en partir. Ça te tire, ça te plonge dans le terrier du lapin. Ce qui m'a d'abord attiré dans la crypto, c'était le fait que je travaillais à Wall Street. C'était en arrière, en 2013, en 2014. Euh, Typiquement, ce que je faisais, c'était du trading de dettes argentines et vénézuéliennes et des dérivés de crédit pour un grand bureau de trading bancaire. Et ces deux pays, à cette époque, traversaient des crises économiques. Ils connaissaient tous deux une très forte inflation. Ils avaient tous deux des contrôles de capitaux en place, donc contrôlant quel argent pouvait entrer ou sortir du pays. Et dans les deux cas, les gens avec qui je collaborais, qui vivaient sur le terrain dans ces endroits-là, m'ont parlé de Bitcoin. Et c'était la première fois que j'ai prêté attention à Bitcoin. Et j'étais comme, waouh, d'accord, il y a quelque chose de réel ici. Les gens l'utilisent vraiment d'une manière qui est très intéressante. Et j'ai commencé à y regarder. J'ai fini par quitter mon job à Wall Street. J'ai déménagé à la Silicon Valley en Californie. Et j'ai pris un emploi dans une startup Bitcoin. Et j'ai été là depuis tout ce temps. J'ai toujours été très motivé par les cas d'usage et les applications autour de la crypto. Je pense que si tu m'avais demandé il y a quelque chose comme 5 ans auparavant, avant que je ne démarre Espresso, je n'aurais jamais dit que je m'apprêtais à travailler sur l'infrastructure technique profonde. Mon expérience de nouveau est en économie, ce n'est pas en informatique. Mais je pense que lorsque tu entres dans un domaine aussitôt que nous le sommes tous, même encore aujourd'hui dans la crypto, si tu commences à travailler sur les applications, tu te rends compte qu'il y a tous ces problèmes avec la manière dont la technologie sous-jacente est construite et que tu ne peux pas vraiment servir les utilisateurs finaux et les applications que tu veux voir construites aujourd'hui. Donc tu continues à descendre de plus en plus bas dans la pile technologique pour trouver des moyens de résoudre ces problèmes et je pense que ça reflète très bien mon histoire, que j'ai juste continué à aller de plus en plus loin dans la stack technique en découvrant davantage de problèmes en chemin et j'espère résoudre ceci pour qu'on puisse avoir une adoption mainstream et une utilisation de la crypto finalement complète dans les prochaines années. Oui, je l'espère. Que fais-tu exactement chez Espresso? Parce que je crois bien que Ben Fish est votre CEO. Et aussi, quel est ton rôle actuellement? Oui, mon collègue Ben est notre CEO. Je dirais qu'Espresso est vraiment son bébé à lui et sa vision à lui. Vous devriez tous aller le suivre sur Twitter pour son contenu technique d'ailleurs. Je mettrai un lien dans la description. Moi, je suis la Chief Strategy Officer, ce que moi je trouve un peu amusant à avoir quand une startup de 40 personnes. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? J'aime bien plaisanter en disant qu'il n'y a pas de stratégie, tout est une question de tactique. Donc tu sais, la stratégie, c'est la vision de haut niveau, de là où tu vas, tu déplaces les pièces autour du plateau de jeu afin d'y arriver. Mais dans une industrie qui bouge aussi vite que la crypto, le fait est que dans une startup qui est à un stade si précoce et qui est tellement axée sur l'exécution, je pense que tout tourne autour du prochain mouvement. Mais vraiment, ce que ça veut dire, c'est que je supervise tout ce qui est du côté du go-to-market. Donc essayer de comprendre qui va utiliser notre produit, quel est le modèle de croissance durable, le modèle d'affaires autour de notre produit,
comment nous bénéficions aux utilisateurs, que ce soit les développeurs ou les utilisateurs finaux avec notre produit, et comment nous y arrivons le plus vite possible. Donc tout en allant dans des partenariats, aux relations avec les développeurs, jusqu'au marketing, tout cela tombe sous ma responsabilité. D'accord, c'est parfait. Car j'ai plein de questions sur ce qui va utiliser Espresso. Mais pour un peu plus tard, juste à un niveau basique pour l'instant, pourrais-tu expliquer Espresso pour quelqu'un qui n'est pas, je dirais, très technique? Absolument. Alors je pense, pour expliquer Expresso, d'abord je vais commencer par expliquer un petit peu Ethereum. Plusieurs personnes dans ton audience savent probablement tout ça, mais juste supportez-moi un tout petit instant. Ethereum, c'est un environnement incroyable pour le calcul et le développement des applications. Et je pense vraiment que ce qui rend Ethereum différent, c'est le fait de construire quelque chose dans le Web 2 et que c'est ouvert et librement composable comme plateforme. Tu peux construire à partir de toute application qui fut construite sur Ethereum avant ça. Tu n'as pas besoin de passer un accord pour obtenir un accès API aux applications qui sont déjà existantes sur la plateforme. Tout est librement composable là-dedans. Tu n'as pas besoin de permission de qui que ce soit pour faire ça et tout est interopérable et compatible les uns avec les autres. Ça a été le cas pendant un très long moment sur ce qui est maintenant appelé la couche Ethereum, le layer 1. Donc c'est la chaîne principale d'Ethereum elle-même, c'est ce dont la plupart des gens parlent quand ils utilisent juste le mot Ethereum. Et ça, je pense véritablement, c'est le meilleur outil pour l'innovation que l'humanité possède à cause de ces facteurs. Parce que c'est ouvert, composable et sans permission et impossible à arrêter. Maintenant, Ethereum a grandi, alors que plus d'usage est venu sur cette plateforme, plus de développeurs construisant des applications et plus d'utilisateurs utilisant ces applications aussi, on a réalisé que nous devons scaler. Et la manière dont Ethereum est en train de scaler, c'est en ayant plusieurs chaînes différentes. Nous appelons ça un scaling horizontal parce que ça bouge horizontalement. Nous avons plein de chaînes différentes qui remontent à Ethereum et utilisent encore certains de ces super pouvoirs qu'Ethereum leur offre. Mais chaque chaîne peut gérer beaucoup plus en termes de volume, de débit et d'utilisation que la chaîne principale Ethereum. Et bien sûr, comme encore beaucoup de tes auditeurs le savent, ceci est ce que nous appelons les roll-up ou les layers 2. Donc nous avons le layer 1 de la chaîne principale, Ethereum, et les layers 2 maintenant qui la scale. Le problème est, et c'est génial comme ces layers 2 sont incroyables, tu peux aller les utiliser, payer juste des centimes pour faire des transactions sur ces layers, ce qui est totalement différent de la chaîne principale sur ce point. Mais le problème avec ceci est que nous avons brisé un peu de cette compatibilité, cette composabilité, interopérabilité qui ont rendu Ethereum vraiment puissant pour commencer. Et donc maintenant quand tu fais quelque chose sur une chaîne, tu es un peu coincé dans ce silo. Comme c'est assez rempli de friction pour passer d'une de ces chaînes à une autre de ces chaînes-là, j'expérimente ça tout le temps. Je vais faire quelque chose sur Base l'autre jour, je n'avais pas assez d'argent sur Base pour faire cette chose-là. J'avais de l'argent sur Arbitrum, sur Polygon, et comme tu sais, tu dois passer par un bridge et déplacer ton argent, s'assurer que tu as assez de gaz sur d'autres chaînes. C'est pas du tout une bonne expérience utilisateur aujourd'hui. Euh, Ce qui est génial pourtant, c'est qu'il y a plein de projets qui travaillent sur l'interopérabilité. Tu as beaucoup d'eux dans l'émission. Je tire beaucoup de ces projets-là et de ces fondateurs tout le temps. Tu pourrais regarder ça et dire, oh mon Dieu, nous avons plein de projets travaillant sur l'interopérabilité. Est-ce qu'ils sont tous en compétition les uns avec les autres? Comment allons-nous arriver à un standard? Mais en fait, je pense que la plupart de ces projets, nous construisons tous des composantes différentes de la solution. C'est une chose qui est vraiment excitante pour moi de travailler chez Espresso, c'est que je peux travailler avec des gens de Hyperlane, de Layer 0, de Across, et tous ces protocoles de bridging et de passage de messages. Spécifiquement, ce qu'Espresso est en train de résoudre ici, c'est la sécurité et la vitesse de quelque chose appelé la finalité des transactions ou les confirmations de transactions elles-mêmes.
Et je peux entrer dans un petit peu dans le détail de ce que ça signifie, ce que ça veut dire et comment nous faisons ça aussi, mais je dirais que la brève proposition de valeur est que nous essayons de rendre les expériences de bridging et les expériences de messagerie entre les chaînes beaucoup plus sûres et moins chères, plus rapides, plus faciles. D'accord, oui. Ça devait être ma prochaine question. Qu'est-ce qu'une confirmation? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est simplement? Alors, espresso, comme je t'ai dit, nous appelons ça une couche de confirmation. Tu peux aussi le considérer comme un peu une layer 1.5. Donc nous avons parlé il y a une minute de comment tu as la layer 1 et tu as ces layers 2 par-dessus. Et espresso est une aile 1.5 qui se situe un peu entre les deux et offre un ensemble différent de compromis que la layer 1 utiliserait toute seule. Donc aujourd'hui, si tu as un protocole de bridge qui essaie de passer des actifs entre différentes chaînes variées, tu peux offrir une très bonne expérience utilisateur là-dedans. Peut-être que si tu as déjà utilisé 2 layers de toi-même et que tu as utilisé par exemple le bridge across dans tout ça, souvent, tant que tu ne fais pas une taille énorme de transaction entre 2 chaînes, tu peux faire la transaction en utilisant across en environ 2 secondes. Incroyable. Ce qui se passe sous la surface, c'est que Across a ces entités appelées des solvers qui prennent en fait du risque afin de faire la transaction très rapidement pour toi, directement. Et donc, les solvers de ce bridge, c'est ainsi que la plupart des protocoles de bridge fonctionnent. Ils font une garantie à l'utilisateur, comme tu reçois tes fonds sur la chaîne Arbitrum depuis la chaîne Base très rapidement, mais je vais prendre 15 minutes de risque que la layer 2 qui m'est parlé ait menti à moi fondamentalement et qui pourrait, disons, tirer le tapis sur moi et qui pourrait être hacké. Ou même qui pourrait faire une réorganisation et faire ce que nous appelons un double spend, donc dépenser 2 fois l'argent. Donc ils pourraient mettre de l'argent dans leur propre poche, même quand ils ont fait semblant d'avoir envoyé de l'argent hors de la chaîne. Et c'est possible pour ces réorganisations et ces hacks de se passer à une échelle massive. Il y a eu une chaîne plus tôt cette année qui était un roll-up sur Ethereum qui a fait, je crois, quelque chose comme une réorganisation de 500 000 blocs, quelque chose comme ça. Heureusement, c'était un peu assez tôt dans la phase du projet qu'ils pouvaient revenir en arrière et régler un peu le problème là-dedans, mais ceci est le type de problème que tu peux affronter si tu te relis juste sur la parole de ces layers 2. Maintenant, quel est le problème ici avec ça? Pourquoi est-ce que ce n'est pas sécurisé de juste se fier à ce que dit une layer 2? Pourquoi est-ce qu'il y a une fenêtre de 15 minutes? Eh bien, c'est parce que les layer 2 aujourd'hui, pour la plupart, utilisent un serveur centralisé, qu'ils appellent le séquenceur centralisé, pour faire ses promesses sur ce qui va se passer. Et dès que tu utilises une infrastructure centralisée, c'est une vulnérabilité qui peut être hackée et qui peut être dirigée par un acteur malveillant. Et des choses mauvaises peuvent arriver. Comme on l'a vu il y a quelques semaines, c'était un des plus grands hacks de l'histoire des exchanges centralisés. La même chose peut être vraie des séquenceurs centralisés là-dedans. Le truc sûr à faire aujourd'hui, si tu ignores Espresso, serait d'attendre que la couche Ethereum Layer 1 confirme tout avant que tu ne déplaces les fonds. Avant qu'un bridge dise que d'accord, tes fonds ont bougé sur telle chaîne, mais attendre 15 minutes, personne ne peut faire ça aujourd'hui. Comme nous vivons des vies numériques maintenant, si ce n'est pas fait en juste quelques secondes, alors tu es hors de la course. La même chose est vraie pour les exchanges. Si tu essaies de déposer depuis une layer 2 vers un exchange, la plupart des exchanges aujourd'hui, à moins que tu sois une très très grande layer 2, comme Base fait confiance à Base, mais la plupart des exchanges aujourd'hui vont attendre 15-20 minutes, même parfois plus, pour montrer tes fonds sur la plateforme. Si tu déposes depuis une layer 2 maintenant, Espresso offre encore un ensemble différent de compromis. Nous offrons une confirmation décentralisée là-dedans. Je dirais que nous appelons ça un BFT, Byzantine Fault Tolerant. Si tu es un peu technique, c'est un terme un peu sophistiqué, mais nous offrons une confirmation beaucoup plus forte parce que nous sommes un réseau décentralisé où cette layer 1.5 peut agir comme une couche de confirmation, un protocole de confirmation à travers toutes les chaînes différentes.
Elle s'appelle Degen. Et encore, je ne pense pas que des fonds d'utilisateurs aient été perdus. Je pense qu'ils ont très bien géré ça. Mais ça montre qu'il y a toutes ces vulnérabilités qui peuvent exister autour de ces séquenceurs centralisés. Euh, un problème dans l'industrie, je dirais, c'est que souvent nous attendons jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Et ensuite, nous disons tous, je sens que c'est un problème et que nous devons aller le réparer. Si tu as travaillé dans cette industrie pendant 10 ans toi-même, tu peux commencer à voir ces choses avant même qu'elles se produisent. Et donc, ceci est pourquoi je suis sûr de cette mission pour que tous les layers 2 se sécurisent leurs séquenceurs pour utiliser une confirmation beaucoup plus forte afin que nous ne tombions pas dans ces problèmes de sécurité. Et la bonne nouvelle est que tu n'as pas à sacrifier la performance. Comme Espresso est conçu pour donner des confirmations qui sont très fortes en juste quelques secondes, c'est la mission sur laquelle nous sommes engagés. D'accord, je connais Espresso depuis un peu plus d'un an environ, quelque chose comme ça. À la base, le projet n'était pas censé être un réseau de séquenceurs partagés, et j'ai récemment remarqué que ça a changé vers une couche de confirmation. Pourquoi un tel changement de positionnement pour Espresso? Ouais, excellente question. Merci de me demander ça, parce que c'est quelque chose sur quoi je passe beaucoup de jours à essayer de communiquer. Donc, nous avons eu des retours. Ça remonte à environ un an en arrière, de toutes ces chaînes à qui nous parlions en disant «Hey, tu sais, tu dois sécuriser tes séquenceurs». Et ils ont tous dit «Ok, c'est super, mais nous ne voulons pas arracher notre séquenceur centralisé». Et il y a beaucoup de raisons pour ça. Je pense que plusieurs d'entre elles sont très bonnes, des raisons légitimes pour lesquelles une chaîne ne voudrait pas utiliser une couche de séquenceurs partagés. Une des belles choses à propos d'avoir toutes ces différentes chaînes sur Ethereum est que maintenant, tout d'un coup, les développeurs d'applications peuvent avoir leur propre chaîne. Nous voyons ça avec Uniswap, avec Unichain, une des plus grandes applications sur Ethereum, un exchange décentralisé, et ils ont décidé l'année dernière qu'ils allaient avoir leur propre chaîne. Et une grande partie de la motivation derrière ça était qu'ils puissent posséder toute leur stack d'infrastructures eux-mêmes. Ils ont été là depuis assez longtemps, ils savent exactement ce dont ils ont besoin, ils savent exactement ce que sont les paramètres qu'ils veulent en termes de temps de bloc, comment gérer l'ordre des transactions, tous ces détails de la stack là. Plus tu partages l'infrastructure avec les autres applications, le moins de contrôle tu as sur cette infrastructure. Et donc, essayer de convaincre une équipe très opiniâtre, et maintenant elles sont toutes très opiniâtres, comme tout le monde est très sophistiqué, et de pousser une équipe à opter pour un séquenceur partagé, surtout quand le séquenceur, c'est comme beaucoup de façons le moteur de ces rollups, c'est une partie critique de leur stack, et ils sont tous comme non, ça prendrait trop d'exigences pour nous, et que nous puissions considérer même partager le séquenceur. Nous sommes revenus en arrière donc, et nous avons regardé le problème que nous étions en train de résoudre, qui fondamentalement est comment sécuriser les séquenceurs, comment obtenir des confirmations plus fortes pour l'interopérabilité et la composabilité et les transactions entre les chaînes. Et nous avons dit, en fait, nous n'avons pas besoin de vous pour arracher les séquenceurs existants. Que ce soit centralisé ou décentralisé, ou quoi que ce soit, tout ce dont nous avons besoin est que ce séquenceur poste vers Expresso. Et ensuite, qu'il y ait une garantie que quoi que ce soit qui soit finalisé sur la Layer 1 Ethereum correspondra à ce qui a été posté sur Espresso. Et encore, tu sais, ça va prendre 15 minutes ou plus peut-être pour que ce soit finalisé sur Ethereum. Espresso peut te donner ça en quelques secondes maintenant. Et donc, maintenant, au lieu de te dire d'accord, enlevez votre séquenceur, nous disons d'accord, nous allons ajouter quoi que ce soit, quelques lignes de code au smart contract qui permet de te régler sur Ethereum pour s'assurer que ça correspond à ce que tu as posté sur Espresso. Et tu dois juste intégrer ça avec Espresso, ce qui est maintenant un processus très rapide pour n'importe quelle chaîne Arbitrum. Très bientôt, nous allons supporter l'Opistack aussi, et c'est une proposition de valeur beaucoup plus simple, tout en accomplissant notre mission de plus grande sécurité autour de ces séquenceurs et les confirmations qu'ils donnent pour les transactions entre les chaînes. Mais ça a été un long voyage. Tu sais, n'importe qui gère une startup peut te dire que c'est pas une chose petite d'évoluer ton produit et de pivoter. Et
Je pense que spécialement dans la crypto, en fait, il y a un scepticisme autour de ça. Tu te fais un peu punir par le marché pour évoluer parce que les gens disent oh, comme est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font, ils ont passé 3 mois à parler de cette seule chose et maintenant ils font autre chose. Et je veux vraiment m'ériger contre ça et je veux dire que si tu es un fondateur qui regarde ça, tu devrais toujours évoluer ton produit. C'est la chose la plus importante que tu peux faire. Si tu regardes les startups Web 2, elles évoluent toujours et elles ne se font pas punir pour ça. Elles sont récompensées pour ça parce que c'est ce que tu dois faire pour trouver ton marché, pour construire le produit que les jeunes veulent vraiment. Donc, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Ça me fait la chose difficile et évoluer exactement ce que le produit doit être, tout en résolvant le même problème qui nous tenait à Yeah, I cœur. think Ethereum is a great example of this because it moves so fast and it evolves so much that people get a bit lost. We can see this in this cycle. I wonder. Well, I know the answer, but you still got the shared sequencer. Do you got? Yeah. Do you got some? I don't know some contact that would use this. Donc, tu peux encore utiliser cette layer 1.5 que nous avons construite comme un séquenceur décentralisé. C'est juste une méthode différente d'intégration. Euh, Si je suis honnête là-dedans, la plupart des chaînes nous utilisent comme une couche de confirmation, pas comme une couche de séquencing décentralisé. Nous avons eu de l'intérêt par l'écosystème Cartésy. Ils sont un écosystème incroyable de roll-up Alt-VM basé sur Linux et ils sont une équipe vraiment géniale qui construit des choses vraiment réelles, beaucoup d'infrastructures gaming, des chaînes DeFi et tout ce genre de choses-là. Et ils ont construit leur propre intégration en fait avec Espresso, avec très peu d'aide de nous, ce qui encore est quelque chose dont je suis assez fier parce ils sont juste arrivés et ils sont apparus dans notre canal Discord un jour et ils ont dit hey, nous avons fait ça et nous réveillons en disant ah, quoi. Donc ça montre, tu sais, même si nous avons construit le support pour la stack Arbitrum, nous faisons aussi pour l'OpiStack. Même si tu es un alt VM, si tu utilises une stack différente, tu peux faire ce que Cartésy a fait avec Espresso et ils sont très intéressés à aller sur le mainnet avec nous comme un séquenceur décentralisé. Donc c'est encore très clairement une possibilité d'utiliser Espresso comme ça, comme une couche de séquenceur décentralisé, de shared sequencer, mais encore, ce n'est pas là où la plupart de l'intérêt est, donc c'est pas quelque chose avec quoi nous menons vraiment maintenant, mais c'est encore clairement possible. Et je pense que le design du système reflète encore très bien que tu peux le faire et que ça fait sens de le faire pour ces chaînes qui voudraient cette fonctionnalité. And you talk about Et tu as parlé bridging de security bridger for la sécurité confirmation. pour la confirmation. I J'ai pensé wonder. qu'un layer 2 I thought avec un I block time de understand 2 that secondes pour utiliser Espresso a comme layer 2 couche de with faster block confirmation time could pour use obtenir une confirmation plus Espresso rapide et as sécurisée. Est-ce confirmation layer to possible? get faster confirmation and more secure. Is it possible? Oui, absolument. Donc actuellement, le temps jusqu'à la finalité d'Espresso, qui est un peu différent du block time d'ailleurs, comme les gens se focalisent vraiment beaucoup sur le block time et les gens sont très focalisés sur les block time de 200 millisecondes, euh, c'est la chose qui est toute la rage en ce moment, mais c'est encore différent de la finalité. Le block time, c'est comme comment ces transactions vont dans ce bloc, dans cet ordre-là, mais ça ne donne pas la confirmation que c'est garanti à un certain niveau d'avoir eu lieu. Toutes ces choses sont ainsi un peu compliquées par le fait que c'est surtout subjectif. Comment tu dois décider quelle est ton hypothèse de confiance là-dedans. Donc, est-ce que tu es d'accord pour faire confiance à un serveur centralisé? Peut-être, peut-être pas. Es-tu d'accord pour faire confiance à Espresso? Peut-être, peut-être pas. Mais nous avons un niveau de sécurité proche de celui d'Ethereum que nous finirons par atteindre. Mais je pense que c'est important de différencier le block time et le temps jusqu'à la finalité. Donc, le temps jusqu'à la finalité d'Espresso aujourd'hui est environ de 7-8 secondes. Nous travaillons pour faire descendre ça à environ 3 à 5 secondes dans le court terme, et puis plus près de 2 secondes, même sub-secondes éventuellement, tout en augmentant aussi le nombre de nœuds qui font tourner Espresso. Donc, qu'est-ce qui donne la sécurité à Espresso? C'est deux choses.
Un, le fait que ce soit un protocole de consensus BFT. Alors pour l'audience technique, c'est basé sur une approche de consensus appelée OSTUF, qui fut d'abord construite par le protocole Libra, et pas le même coin Libra, mais le Libra original, qui était le projet Facebook et le projet de stablecoin de Facebook. Et c'est important de reconnaître ça en fait parce que ils ont développé un tout nouvel algorithme de consensus euh, pour être capable d'atteindre des niveaux de scalabilité comme le Facebook dans le Web 2. Donc c'est ce que nous avons à utiliser et adapter pour parvenir à notre système de très haute performance. Donc c'est ce que nous allons utiliser comme algorithme de consensus. Ça fait une grande partie de ce qui donne au système sa sécurité et sa robustesse, sa fiabilité, sa finalité. Et très bientôt, nous allons mettre à jour euh, Espresso vers un proof of stake entièrement sans permission, ce qui permettra là aussi d'ajouter de la sécurité économique soutenant le système global. Juste de la même manière que Ethereum est un protocole proof of stake et a de la sécurité économique. Et nous avons construit le système, nous l'avons conçu pour qu'un jour, ça puisse scaler jusqu'au même nombre de nœuds que Ethereum, des dizaines de milliers de nœuds. Aujourd'hui, nous sommes permissionless, nous sommes en train de faire tourner un mainnet permissionné depuis novembre, et c'est autour de 100 nœuds, donc ne sois pas trop excité sur la décentralisation, mais nous travaillons bien sûr pour faire un proof of stake sans permission qui est prévu d'arriver autour du 15 avril. Notre nouvelle fondation, la fondation Espresso, qui gère le projet maintenant, a dit que le 15 avril est la date cible pour la mise à jour du testnet et le mainnet devrait être très peu de temps après. Donc plein de choses existantes rendent Espresso plus performant et plus sécurisé et ça arrive bientôt. Génial, et tu tires beaucoup de sécurité d'EigenLayer, non? Oui, donc c'est quelque chose qui m'excite vraiment à ce sujet. C'est dans notre roadmap. Nous n'avons pas encore intégré EigenLayer pour l'instant. Nous allons d'abord faire la première version du Proof of Stake permissionless qui sera liée à un token natif d'Espresso, mais nous avons été en discussion avec l'équipe d'EigenLayer depuis plus d'1 an sur comment nous pouvons soutenir un modèle de dual staking, donc utilisant à la fois un token natif et aussi en utilisant Ethereum. Et c'est important car ça aidera à scaler la sécurité du système. Parce que, encore, si nous voulons pouvoir dire, regarde, tu peux obtenir des niveaux de sécurité proches ou très proches d'Ethereum, mais en 2 secondes, espérons-le à un moment bientôt, au lieu de 15 minutes, alors il est crucial que nous incluions autant de sets de validateurs qu'Ethereum a. C'est ce qui donne sa sécurité à Ethereum. Et EigenLayer et le restaking est un chemin très excitant également pour y arriver. Et bien sûr, quand tu construis une infrastructure, quand tu diriges une entreprise, tu dois prendre des décisions difficiles sur quoi prioriser. Et donc, pour l'instant, nous avons juste été concentrés sur mettre le réseau en service et le faire sortir et faire démarrer des chaînes qui utiliseraient Espresso. Et c'est quelque chose que je suis vraiment excité pour plus tard dans l'année, c'est commencer à travailler sur le chemin du restaking. Donc c'est un peu l'histoire qu'on a avec EigenLayer. Nous sommes aussi de grands fans de la technologie d'EigenLayer. Normalement, nous les recevons la semaine prochaine. Fantastique, qui vient? Ce sera Matt de chez EigenDA, je crois. EigenDA, I think, right? Cela peut paraître assez flou pour certaines personnes. Pourrais-tu nous faire un peu le cycle de vie typique d'une transaction d'un utilisateur qui utilise le séquenceur ou couche de confirmation d'Espresso pour comprendre à quoi cela ressemble? Oui, absolument. En fait, j'ai mieux. Est-ce que je peux partager mon écran directement? Sur notre site, nous avons ça en fait. Donc, alors laisse-moi juste voir si je peux mettre mon site web. J'en suis très très fier. Ce sont les designers géniaux avec qui nous travaillons chez Withry qui ont assemblé ça. Parce qu'ils avaient les mêmes questions en fait. Ils me disaient, Jill, tu nous as expliqué le produit 15 fois, mais nous ne comprenons toujours pas à quoi ça ressemble. Et donc, ils nous ont aidés à créer ceci. Mais tu as ici en haut, bien sûr, les utilisateurs finaux et les clients des utilisateurs finaux.
Donc ce sont peut-être des interfaces de wallet, des choses comme ça, et les utilisateurs finaux parlent au layer 2, que ce soit un optimistic rollup, un zk rollup, et les transactions sont soumises à ces rollups. Et ces rollups, ensuite, ils séquencent les transactions. Donc, encore, c'est une différence importante de la manière dont nous pensions au produit avant. Nous pensions à Espresso en bas, ici, remplaçant le séquenceur, mais plus maintenant. Tu peux avoir ton propre séquenceur, tu peux garder ton séquenceur centralisé, tout dont ce tu as besoin comme rollup, nous comprenons que c'est une partie importante de la stack pour eux. Le séquenceur va mettre les transactions en ordre, c'est ce que tu vois se passer en bas ici. Le séquenceur va parler à cette couche de confirmation. Encore, tu vois pourquoi nous l'appelons une layer 1.5 qui se place entre la layer 2 et la layer 1. La couche de confirmation va exécuter un consensus sur ce que le séquenceur a posté vers elle. Il y a quelques processus par ici. Un, c'est que la couche de confirmation agit comme data availability. Cela dit, tu peux aussi utiliser n'importe quel autre data availability que tu veux par-dessus ça. Donc, nous nous en fichons. Tu peux utiliser Celestia, tu peux utiliser Ethereum DA, tu peux utiliser Arbitrum Anytrust DA, peu importe. Et tu auras aussi de la data availability avec Espresso. Tout ce qui est un protocole de consensus doit à peu près avoir du DA. Donc les gens ne parlent pas de ça comme ça, mais tu pourrais utiliser Solana pour du DA, ou tu pourrais utiliser NIR pour du DA, ce genre de choses. Et puis le hotshot, est-ce que c'est ce que nous appelons, car c'est une évolution du hot stuff, le consensus va tourner à travers tous ces nodes. Ça se fait en postant en retour à qui veut lire. Donc peut-être que la layer 2 veut lire depuis Espresso, peut-être que c'est un exchange qui veut lire depuis Espresso, et obtenir cette confirmation très rapide de quelques secondes de ce qui se passe et de ce qui est arrivé sur la layer 2. Si tu fais un dépôt dans un exchange puis une layer 2, ils peuvent avoir une garantie de haute sécurité de ce qui va se passer. Et donc, ils pourraient lire depuis Espresso des bridges comme Across ou des protocoles de messagerie comme Hyperlane ou Layer 0. Ils pourraient lire depuis Espresso pour avoir une garantie rapide et sécurisée de ce qui va arriver. Et puis, les étapes finales, bien entendu, c'est qu'Espresso et ses roll-up postent vers la Layer 1. Et ça encore, c'est ce qui donne la garantie que, d'accord, ce qui s'est passé sur la Layer 1 correspond à ce qui s'est passé sur la couche de confirmation. Parce que nous voulons pouvoir égaler la finalité d'Ethereum, sans prendre 15 minutes. Puis, bien sûr, n'importe quel layer 2, si c'est optimiste, alors tu as une sorte de preuve de fraude et fenêtre de défi, c'est séparé de nous. Nous n'y touchons pas, nous n'y interférons pas. Si c'est un zk rollup, tu as des preuves qui doivent encore arriver, nous n'interférons pas avec ça non plus. Mais c'est un peu les étapes du cycle de vie de la transaction. Donc, j'espère que c'est utile. Nous avons d'autres versions que je peux aussi partager et envoyer aux gens. Mais oui, je pense que c'est une super question. Et je pense que c'est très important. C'est très bien de clarifier ce qui se passe vraiment sous le capot dans n'importe lequel de ces systèmes. C'est génial, vraiment clair. Je me demandais juste, car cela permet d'agréger toutes les données, est-ce que cela permet aussi de faire de la compatibilité synchrone entre chaque layer 2 utilisant la couche de confirmation? Oui, c'est une excellente question. La composabilité synchrone, tu as besoin que les layers 2 mettent les transactions effectivement dans le même bloc les unes avec les autres. La composabilité synchrone, je pense, est un objectif très important à long terme, car c'est une partie de la magie d'Ethereum en remontant encore quand c'était juste la Layer 1 Ethereum. Nous n'avions pas toutes ces différentes chaînes, tu pouvais faire ces choses magiques comme avoir un flash loan ou dans le même bloc de transactions. Tu prenais un prêt comme levier, tu faisais un trade avec ce levier et tu remboursais le prêt dans ce seul bloc. C'est la composabilité synchrone, c'est un peu les Lego d'argent d'Ethereum aujourd'hui. Tu ne peux pas faire ça à travers différentes chaînes Ethereum, en partie car elles ont toutes des block time différents.
et tu as besoin d'un facilitateur, tu as besoin d'un bridge pour passer à travers toutes celles-ci. Espresso seul, comme couche de confirmation, ne te ramène pas à la composabilité synchrone, mais ça peut t'y amener très très près, car ça peut te donner une finalité très rapide à travers toutes ces différentes chaînes. Et nous avons en fait quelques débats sains autour de ça en interne sur l'importance de la composabilité synchrone. Et mes collègues, Ellie et Alicia, elles animent aussi un podcast appelé Composable Podcast, où elles parlent de ça tout le temps. Si tu es technique, si tu veux plonger dans ce terrier avec elles, tu devrais. Et elles débattent de ça tout le temps, sur combien la composabilité synchrone compte. Mon ami Ellie, qui est notre chef de recherche, elle dit que ça ne compte pas vraiment, car finalement nous pouvons le réduire à des millisecondes, mais ce n'est toujours pas synchrone. Mais ce sera, tu sais, quelque chose comme centaines de millisecondes que tu attends pour, en quelque sorte, avoir la cascade de transactions que tu veux voir arriver. Je pense que si nous avions la composabilité synchrone entre chaînes aujourd'hui, les gens l'utiliseraient et nous ne savons pas ce qu'ils feraient avec. Et tu sais quel super pouvoir ça pourrait leur donner. Donc je pense que c'est important à long terme, mais ce n'est pas la première étape. Et Espresso, comme couche de confirmation, ne résout pas ça vraiment. Pour la composabilité synchrone, tu as besoin d'un shared sequencer. Et encore, Espresso peut être utilisé ainsi, mais ce n'est pas la première chose que la plupart des gens utilisent chez Espresso. Donc, nous verrons comment ça évolue, si Ellie ou moi finirons par avoir raison. Elle est très intelligente, donc probablement qu'elle finira par avoir raison. Mais oui, comme je le dis, c'est une conversation courte, et si tu veux en apprendre plus, vous devriez carrément aller écouter le podcast. Tu as parlé un peu d'Espresso TA. Je n'ai aucune idée sur combien de mégaoctets vous faites par seconde. Donc, est-ce que je pourrais avoir un peu plus de détails sur ce produit? Absolument. Donc, Espresso TA, nous ne l'avons pas encore totalement optimisé. C'est pourquoi nous n'avons pas publié de benchmark à ce jour. Je les ai même pas en tête maintenant pour être honnête. Mais nous ciblons, en l'optimisons sur les prochains mois à venir, nous ciblons d'être plusieurs multiples de ce que peut obtenir Ethereum en termes de débit de DA. Et donc, c'est un peu ce sur quoi nous basons, et ensuite, bien sûr, nous chercherons à devenir compétitifs avec d'autres joueurs avec le temps, mais le plus important, pendant que nous pensons qu'il est crucial d'être compétitif en termes de ce que nous pouvons offrir avec cet aspect du produit, nous ne sommes pas encore compétitifs vraiment d'un point de vue business avec Ethereum comme fournisseur de DA ou Ion DA ou Celestia DA. Tu peux utiliser toutes ces choses selon ce que tu veux faire. Nous sommes de grands croyants dans une sorte de thèse modulaire, que chaque chaîne d'application devrait pouvoir personnaliser complètement sa stack, et donc il est important pour nous d'être compatible avec toutes ces différentes solutions. Notre business tourne vraiment autour des confirmations et de l'interopérabilité et fournir une infrastructure cross-chain. D'accord, je comprends totalement. J'ai eu la question, j'ai cru voir ce que ça veut exactement dire, mais peux-tu nous expliquer la différence entre la préconfirmation BFT et la promesse d'un proposeur? C'est très technique, et puis j'ai oublié ce que ça veut dire. Aujourd'hui encore, si tu as déjà utilisé des Layer 2 différentes, si tu as bougé des fonds entre ces chaînes en utilisant un protocole de bridge, alors tu as probablement utilisé une promesse de préconfirmation. C'est ce que nous appelons parfois en interne ou juste une préconfirmation. Cette préconfirmation c'est ce que le séquenceur centralisé, donc cette pièce d'infrastructure centralisée, a juste fait une déclaration ou fait une promesse diffusée que ces transactions vont se passer dans cet ordre sur cette layer 2 et que c'est ce qui arrivera finalement sur la layer 1. Et ce sur quoi chaque bridge aujourd'hui se base et chaque service de passage de messages, c'est juste cette promesse de cette pièce d'infrastructure centralisée là-dedans. Donc
La plupart du temps, c'est OK, car aujourd'hui, la plupart et la majorité du volume sur les roll-ups vient de ces grands roll-ups avec ces grandes entités. Nous faisons tous un peu confiance, par exemple à Base, que c'est un bon acteur, comme je fais confiance aux gens chez Arbitrum, ils sont bien connus, ils sont réputés, ils gèrent une bonne affaire. Toutes ces entités différentes, nous leur faisons tous confiance. Nous faisons aussi confiance qu'ils resteront sécurisés, que la Corée du Nord ne va pas hacker le serveur, faire quelque chose de mal. Donc nous nous appuyons sur ces préconfirmations. C'est ce qu'Espresso essaye de résoudre. C'est ce que nous appelons une confirmation BFT qu'Espresso peut offrir. Nous l'appelons souvent juste une confirmation, car confirmation BFT, c'est beaucoup à dire, mais une confirmation, cette confirmation-là est bien plus forte, qui est basée sur un consensus qui est résistance à la censure byzantine, dit BFT, et c'est vraiment ce que tu veux avoir pour une garantie de finalité certaine. C'est avec cette sécurité économique essentielle que nous allons avoir, notamment avec notre mise à jour en Proof of Stake et notre consensus BFT, à travers un ensemble très décentralisé de nœuds qui vérifie que ce séquenceur s'est engagé à faire ces transactions dans cet ordre. Et c'est là le cœur de ce que nous essayons de résoudre et que nous essayons de rendre les confirmations meilleures et que tu ne te bases pas juste sur une promesse d'une entité centralisée et tu te bases sur une garantie d'un réseau décentralisé. Mhm. And what about promise proposal? I think there is another option, right? Oui, donc je dirais que c'est équivalent à la préconfirmation car c'est juste d'un proposeur et tu pourrais avoir différents types de proposeurs. Donc les gens parlent de gateways et tous ces autres types de choses. Maintenant, ça pourrait offrir une vraie confirmation, mais je dirais que ce sont tous un peu dans la même catégorie où tu te bases sur le fait de faire confiance à une certaine entité ou à un petit groupe d'entités par opposition à un consensus byzantin qui est le standard d'or de ce que tu veux vraiment voir. Je pense qu'une chose importante ici, et quand nous scalons à des centaines de chaînes, des milliers de chaînes, mes amis de chez Celestia viendront dire des millions de chaînes, j'y crois sincèrement, tu sais, nous avons des millions de sites web et serveurs autour du monde que nous pensons juste comme Internet, et je pense qu'alors nous passerons à des millions de chaînes, nous aurons besoin de plus et plus de systèmes fiables car nous ne pourrons pas juste dire ah bien d'accord je fais confiance à Base, c'est ok, je fais confiance à Base pour ne pas tirer le tapis sur moi, je leur fais confiance pour avoir leur modèle de sécurité bien ficelé et tu sais une de ces Layer 2 fait une réorganisation et plein de différentes Layer 2 dépendent des transactions qui viennent de ces Layer 2 là donc ça va créer une cascade d'échecs. Et donc, ça deviendra très très important, surtout alors que nous grandissons et scalons à travers toutes ces différentes chaînes, pour qu'il y ait un standard d'or très fort de consensus byzantin qui offre la confirmation. D'accord. Et crois-tu Okay, toujours dans and la do you thèse des still réseaux de believe in séquences the shard partagés? Car sequencer actuellement, nous avons les base tests? rollups, mais I know si we nous have voyons base dans rollup un futur plutôt now, long terme, car but if actuellement, we see a if we la see a plupart future, des you équipes know, de Layer 2 because sont un right peu now most of centralisées, those are construisent very leurs propres experimented séquenceurs, teams et comme tu as dit, dans le futur, il y dedicated aura des to build the millions de sequencer. Layer 2. Je These ne days, pense pas que chaque like you équipe said, millions of voudra them. I think not maintenir anyone want son to have propre a team séquenceur. that Donc, have a à quoi sequencer ressemblera developing it. le futur, So could selon toi? be something in the future. Ouais, j'y crois, je suis totalement d'accord avec ça, je pense que nous verrons divers modèles de séquenceurs partagés émerger. Je pense que nous verrons Espresso être utilisé comme séquenceur partagé éventuellement. Je crois aussi beaucoup au base sequencing. Je pense que nous voyons déjà des équipes adopter Ethereum. C'est ce que le base sequencing est, hein, c'est le fait d'utiliser les nœuds Ethereum comme séquenceur. Je pense que nous aurons encore besoin de résoudre des problèmes pour des confirmations rapides, car si tu utilises Ethereum comme séquenceur, alors tu as encore le problème d'attendre potentiellement 15 minutes pour la finalité. Et donc, nous avons en fait conçu Espresso avec ça en tête. Espresso peut être utilisé comme séquenceur partagé plus tard, quand les équipes le veulent. Espresso peut être aussi compatible avec le base sequencing, alors que les équipes utilisent le base sequencing encore, donc c'est-à-dire le set de nœuds Ethereum
pour offrir des confirmations d'espresso qui sont plus rapides que ce qu'ils obtiennent autrement, je pense que nous irons dans cette direction éventuellement, mais je pense que ce sera peut-être des équipes plus petites. Tu sais, ce ne sera pas nécessairement Base qui l'adoptera en premier, ce sera des équipes plus petites, plus nouvelles, qui n'ont peut-être pas les ressources pour développer leur propre infrastructure de séquenceurs, ou des équipes qui ont pour une raison quelconque sont très alignées avec Ethereum pour autant de leur stack que possible. Et je pense que ça prendra du temps pour ces choses de se développer. Je pense que c'est une partie de la beauté d'Ethereum. Cependant, en ce moment, c'est ce marché compétitif d'idées. Il n'y a pas un standard fixe de c'est comme ça, tu dois construire les choses sur Ethereum de telle façon. Tu peux avoir des séquenceurs centralisés avec des préconfirmations promises centralisées, en compétition contre des séquenceurs centralisés utilisant Espresso pour des confirmations, en compétition avec des base sequencers utilisant des opérations Espresso. Toutes ces différentes idées peuvent être en compétition. Et c'est mon job et notre job chez Espresso de faire qu'Espresso justement fasse sens pour toutes ces différentes idées. Mais ceci est pourquoi je pense qu'Ethereum gagnera à long terme, c'est à cause de ce marché compétitif et que les idées gagnantes remonteront à la surface. Oui, oui, je suis carrément d'accord sur le base sequencing. Actuellement, il y a beaucoup de débats autour des gateways. Je sais que l'équipe de Spire n'aime pas vraiment. Tu sais par rapport aux choses qui sont centralisées par rapport à ce sujet. Donc, que fait Espresso par rapport au gateway? Ces choses peuvent coexister, comme je le décrivais. Disons que la chose à propos de la finalité que j'ai expliqué, en fait, ce que je fais à mon mari et quelques amis l'autre jour, et j'expliquais le concept de finalité, et ils se grattaient tous un peu la tête car la finalité, ça sonne final. Ça sonne comme, d'accord, il y en a une, et il devrait y avoir une définition de finalité, ou une définition de ce qu'est une confirmation. Mais tu as différentes perspectives et différentes hypothèses de confiance. Et donc, un exchange pourrait avoir une définition de finalité avec laquelle ils sont à l'aise. Un bridge pourrait avoir une définition différente de la finalité. Et toutes ces choses peuvent coexister. Donc, tu peux avoir une préconfirmation centralisée qui coexiste avec une confirmation espresso, coexistant avec peut-être un autre type de confirmation centralisée type gateway, peu importe. Donc, je ne dirais pas que nous sommes en quelque sorte compétitifs avec eux dans ce sens-là, je dirais que toutes ces choses peuvent coexister. S'il y a un besoin et une demande pour elles, je pense que sans doute il y aura une demande pour une confirmation rapide, fiable, résistant aux fautes byzantines, pour que des choses arrivent à travers les chaînes. Et donc, c'est sur quoi nous sommes bien entendu concentrés, et je pense qu'il reste à voir comment. Par exemple, les gateways sont acceptés dans le marché. Nous verrons, mais c'est comme ça que nous nous insérons dans le paysage. Okay, I see. D'accord, And je vois. Et quel est what's the le business business model model of d'Espresso? Je Espresso? I suppose que vous guess avez you des you frais got some peut-être. fees, Avez-vous obviously. pensé à du Do you burning? follow about burning or I don't know? Exactement. Alors nous sommes en train de régler tous ces détails-là maintenant. Bien entendu, toutes les mécaniques autour de ça seront décidées par la fondation Espresso, qui est différente de l'organisation où je suis là maintenant, Espresso System, qui est en sorte la compagnie de laboratoire. Nous avons été les développeurs principaux de ça, mais beaucoup de ces décisions économiques seront à la fondation. Et nous explorerons aussi aux côtés de la fondation quel est le rôle de la gouvernance et des choses comme ça qui devraient jouer à long terme. Je pense qu'un bon parallèle à considérer est Celestia, où Celestia, bien sûr, est concentré sur la data availability, et pour commencer, ils ont eu en gros aucun frais activé sur le réseau pendant qu'ils se concentraient sur la croissance. Et ils commencent maintenant à parler de ok, on devrait regarder à quoi ressemble le marché des frais sur Celestia, à combien est-ce approprié pour les chaînes de payer en frais à ce stade de croissance et de développement. Et je pense que le progrès pour Espresso ressemblera très pareillement
où aujourd'hui, nous couvrons effectivement tous les coûts. Nous sommes juste concentrés sur la croissance et intégrer des chaînes, et à un moment plus tard, il devrait y avoir une certaine quantité de frais de réseau payés aux opérateurs du réseau pour couvrir les coûts. Et ça ressemblera à n'importe quel autre système proof of stake, mais je pense qu'il est vraiment important de noter que juste par la nature des marchés, les gens finiront par payer seulement des frais, la valeur qu'ils tirent de ça. Donc, je pense que ça va être crucial d'avoir ces confirmations rapides pour les transactions cross-chain et je pense que les gens verront beaucoup de valeur dans ça à long terme et ça fera que toutes ces différentes chaînes fonctionnent encore comme une seule chaîne. Ce sera énorme. Donc, je pense que c'est quelque chose que les gens seront prêts à payer pour utiliser. Mais nous devons nous mettre ça sur le marché d'abord et démontrer la valeur, et puis ce sera à la fondation, peut-être une certaine gouvernance, etc., que les frais, à quoi les frais ressembleront finalement. C'est quelque chose, bien sûr, à quoi nous pensons, mais ce n'est pas quelque chose que nous pensons à déployer très bientôt, de sitôt. Oui, c'est bien trop tôt. Donc, quel est le but en 2025 pour Espresso et qu'est-ce qui te rend le plus enthousiaste à ce sujet? Ouais, je dirais que le premier but est d'avoir, disons, 20 chaînes ou plus déployées sur le mainnet d'Espresso. Nous venons juste d'avoir la première chaîne déployée il y a quelque chose comme 15 jours, RariChain. C'est une plateforme NFT, ils sont tous les 2 sur la pile Arbitrum Orbit. Donc nous sommes maintenant à une chaîne, ce qui est 1 million de pourcents plus que ce qu'on avait en janvier, ce qui était donc zéro chaîne. Nous sommes encore très très tôt dans notre développement, mais mon but est d'avoir 20 chaînes ou plus, allant de grandes chaînes établies à des très nouvelles, tu sais, juste construites dans des types de hackathons de chaînes. Nous organisons notre tout premier hackathon développeur en ce moment même. C'est un hackathon global. Nous avons 100 personnes inscrites jusqu'ici. Tu peux aller sur DoraAxe ou aller sur notre Twitter pour trouver plus d'informations. Inscrivez-vous, ça tourne maintenant jusqu'à la fin du mois de mars. Donc je pense que certaines chaînes viendront de là, certaines chaînes viendront encore de nos partenaires qui se sont engagés, mais j'espère avoir 20 chaînes ou plus sur le réseau Espresso et j'espère avoir au moins une des 5 premières chaînes en TVL engagées à utiliser Espresso d'ici la fin de l'année. Même si l'intégration n'est pas totalement faite, en dehors de ça, nous cherchons aussi à avoir plusieurs des grands exchanges qui pourront lire les confirmations d'Espresso pour donner aux utilisateurs des temps de dépôt plus rapides dans leurs échanges. Alors, je pense que ce sera une manière vraiment excitante pour nous de montrer combien Espresso a de la valeur pour les utilisateurs. Tu n'as plus à attendre 15-20 minutes maintenant pour déposer, tu peux juste attendre quelques secondes et avoir ton argent où tu veux qu'il aille. Nous cherchons à avoir les grands bridges et protocoles de messagerie aussi, lisant depuis la confirmation d'Espresso. Donc il y a beaucoup de prévus, beaucoup à faire, mais je suis vraiment, vraiment excité. Euh, Tu sais, on a construit cette infrastructure, nous l'avons fait évoluer, comme nous en avons parlé ces dernières années, et c'est enfin le moment de le mettre sur le marché. D'accord, j'ai pas mal d'amis qui sont fans d'Espresso et ils veulent que je te demande qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour participer et contribuer à Espresso et son écosystème de manière générale. Je pense qu'une chose la plus simple est de juste parler à tes amis d'Espresso, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur X, tu sais, écris-nous sur ces plateformes avec des questions sur ce que nous faisons et poste les pensées que tu peux avoir. Espresso, que ce soit bon ou mauvais, nous accueillons tout ça. Tout feedback est bon à prendre, en espérant qu'on ait plus de bons que de mauvais à ce point, mais nous avons beaucoup évolué grâce au feedback. Et puis, on va aussi utiliser les chaînes qui s'intègrent avec nous. On va faire des transactions sur HarryChain peut-être. Tu peux aller sur notre bloc Explorer, voir les confirmations arriver à travers. Tu peux demander aux chaînes que tu utilises si elles ont des plans pour utiliser Espresso.
Tu sais, si tu utilises une layer 2 qui n'a pas de plan aujourd'hui pour s'intégrer, tu peux poster des choses sur les réseaux sociaux leur demandant pourquoi ils ne sont pas encore sur Espresso, en leur disant les bénéfices qu'ils peuvent avoir. Et je pense que ce sont les choses les plus importantes que vous, tous comme individus, pouvez faire pour s'assurer que ces layer 2 et leurs séquenceurs et les transactions cross-chain soient à la fois sécurisées et rapides. C'est la mission sur laquelle nous sommes et ça nous prend tous ensemble. Donc, si tu veux t'impliquer de cette manière, voilà les moyens. Almost at the end, I Nous just sommes have presque à la two questions. fin. Je n'ai plus First, que deux did I questions. miss a subject D'abord, that ai-je you raté un wanted to speak sujet about que tu in souhaitais summary? aborder? Oh, je pense que mon sujet préféré est toujours juste à quel point le parcours pour arriver ici était complexe. Une chose que je vais souligner avec Espresso a en fait commencé de bien des façons en construisant une application, une app chain. Nous avons construit une app chain de confidentialité, un layer 2 sur Ethereum. C'était en gros une app chain alt VM. Et c'est à travers ce parcours que nous avons découvert tous ces problèmes sur comment faire des transactions cross layer 2 et tout ça, etc. Et donc, de bien des façons, nous avons construit en fait la solution à nos propres problèmes. J'espère que quelqu'un reprendra le code de confidentialité que nous avons construit et le relancera, peut-être même que nous le Okay, referons un good. jour It's a nous-mêmes, good way to do it. mais plus tard. I forgot D'accord. why espresso? D'habitude, c'est une bonne Why is manière the de le name faire. espresso? J'ai oublié pourquoi espresso? Yeah. D'où vient ce nom? Ouais, ça a commencé quand nous étions justement le projet de confidentialité. Donc beaucoup de ce que nous faisions tournait autour du ZK, du Zero Knowledge, de la compression, de la vitesse et de ces choses comme ça. Euh, Maintenant, nous n'avons pas vraiment un composant ZK sur Espresso, pour être honnête, mais nous sommes toujours concentrés sur la vitesse. Et donc, Espresso, tu sais, c'est un peu la compression des grains de café et la vitesse que tu as pour avoir un espresso. Et je pense que ça évoque encore ceci. Mais oui, nous sommes attachés au nom, même si nous avons fait évoluer Okay, le produit. can you use ZK one day if it get more efficient or faster? Donc, le ZK n'aide pas avec le consensus, peu importe. Pour la finalité, tu as besoin de consensus. Mais quelque chose que nous avons sur notre roadmap est du ZK natif pour les preuves sur Espresso, et ça aidera avec différents éléments de ça. Je reçois souvent des confusions sur ce sujet. Le ZK n'aidera pas avec le côté consensus. Donc, le ZK, par exemple, ne remplacerait pas Hot Stuff. Tu as encore besoin du protocole Hot Stuff pour le consensus. Mais oui, super question. Je suis très bullish sur le ZK et je pense que ça aidera avec plein de choses qu'il ne peut pas remplacer. Okay. Et une I question de just plus, je one suis more très question. bullish sur la modularité, je pense que tu l'es tout I'm autant, very bullish on mais nous avons vu modularity. que I think le you are marché also, n'est pas si but we've seen bullish in the sur market la that modularité, it's not même voire so un peu bullish on mitigé. modularity. It's a bit Nous avons plein de layer 2 qui mixed. finissent par We have être a une lot layer of 1 layer ou 2s d'autres that think acteurs to be qui a layer veulent 1 être une or layer 1. hackers Donc that comment want to be a l'expliques-tu? layer 1. So how do you explain that? Je pense qu'en ce moment, il y a encore une perception sur le marché que c'est plus précieux d'être un layer 1. Et je pense que nous verrons dans le futur que ce n'est pas toujours le cas. Je pense que pour beaucoup de chaînes, ça fait sens pour elles de posséder leur stack complète. Et je pense que c'est bien pour nous d'avoir toutes ces options compétitives. Je pense à Solana par exemple, qui offre un ensemble très différent et très intéressant de trade-off, qui semble très différent de ce qu'Ethereum offre. Et je pense que ça fait sens d'exister comme layer 1, si je suis totalement honnête. Certaines des autres chaînes que je vois se lancer aujourd'hui, tu sais, c'est une nouvelle layer 1 qui est concentrée sur un cas précis, et je la regarde, et je me dis en quelque sorte qu'il n'y avait pas vraiment besoin de passer 3 ans à implémenter le même protocole de consensus qui existe déjà à plein d'endroits différents, et que tu aurais déjà pu utiliser autre chose. Et je pense que nous verrons le marché continuer à réaliser ça, que ce n'est pas une très bonne utilisation du temps comme développeur d'applications pour construire et prouver un protocole de consensus. Je peux te dire que ça prend vraiment, vraiment longtemps à faire bien, et je pense que nous voyons déjà le marché se dire ça de toute I façon. agree.
Carrément Usually, d'accord. I ask D'habitude, tu sais, je questions pose to cette meeting question à mon invité they s'ils ont have des an conseils à donner advice à un jeune to investisseur a young ou investor or juste just à someone quelqu'un qui est who's intéressé interested par in les cryptos. cryptos. Tu as But 10 ans 10 years of d'expérience et peut-être que experience, tu as you have vraiment de really bons good advice to conseils à to donner give. à nos interlocuteurs. Je dirais juste reste curieux et souviens-toi d'apprécier ce que tu fais. Je pense que ça peut vraiment être dur, même émotionnellement, d'être dans la crypto, parce qu'il y a des hauts, des bas sur les prix. Tu vois des mauvaises choses arriver dans la crypto tout le temps, que ce soit des hacks ou des arnaques qui se passent, ou des gens qui perdent de l'argent, ou juste des gens qui gagnent de l'argent qui ne le méritent pas, ou peu importe. Et ça peut vraiment t'user. Et tu peux te dire, qu'est-ce que je fais ici? Mais je pense que tu dois te rappeler ce qui t'a attiré dans le space au départ, que ce soit parce que tu crois aux idéaux derrière la crypto, que ce soit parce que tu as rencontré de bonnes personnes dans l'espace qui sont devenues tes amis, que ce soit parce que tu trouves du divertissement dans la volatilité de ça, peu importe. Et juste essaie de continuer à profiter du voyage à n'importe quel moment donné, même quand c'est dur, même quand tu doutes de tout. Souviens-toi juste pourquoi tu t'y es mis. Et j'ai carrément eu des moments de doute hein, dans mes 10 ans, mais je continue de continuer à faire Yeah, it's ce crazy. que j'aime. It's been Ça 10 fait years and you 10 ans et seem tu sembles excited like toujours it's the autant first day. enthousiaste comme si c'était ton premier jour. Je suis aussi très Oh, passionné okay, okay. maintenant, That's perfect. mais oui. Yeah, exactly. Donc c'était parfait, une So heure, that parfait. was Merci pour perfect. tout, merci d'être 1 venu. hour, perfect. J'apprécie vraiment et Thanks j'espère le thanks meilleur for coming. pour I cette année really pour appreciate it, Espresso. and I hope the best for this year for Espresso. Avec plaisir, merci beaucoup. See you, Jill. Merci.